Aujourd'hui, on change encore un petit peu le format avec une interview où nous allons découvrir le vécu d'un manager afin de passer de la théorie à la pratique, des livres au terrain. Notre invité du jour s'appelle Olivier Lequeux, coach organisationnel chez Good, organisationnel dans le sens systémique du terme, dans la région lyonnaise. Tu te définis aussi comme manager collectif, un terme que j'aime beaucoup et qui m'intrigue forcément. Nous allons découvrir ensemble ton parcours, quelles ont été les embûches, les découvertes et les outils qui t'ont aidé dans ton parcours. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille et je vous partage toutes les quinzaines des apprentissages, des pratiques pour devenir un ou une meilleure manager et créer le monde de demain plus humain, plus libre et plus efficace. Alors pense à t'abonner, accroche ta ceinture et c'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Camille. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton poste, ton équipe, ton environnement actuel, dans quoi tu évolues? Ok, déjà merci de me recevoir parce que ça m'a permis de prendre un peu de recul, de poser quelques questions un peu comme ça, des grandes directions pour pouvoir discuter aujourd'hui et ça m'a vraiment aidé. Donc là tu dis ton équipe, j'ai envie de rebondir sur ça parce qu'il y a un côté un peu possessif et je suis toujours un peu mal à l'aise quand je dis mon équipe. Et c'est pour ça que justement je parle de collectif parce que j'en fais partie intégrante. Je suis avec eux au quotidien et c'est important d'être dans la mêlée avec eux au jour le jour. Donc cette mêlée, elle est constituée de 5 personnes, Isabelle, Sylvia, Grégory, Benjamin et moi. Et on est tous consultants, on aide les entreprises à passer un cap dans un moment de leur parcours qui nécessite en fait une aide extérieure. Donc on aime bien se définir comme chasseurs de cauchemars dans le sens où souvent des DSI viennent vers nous et nous disent voilà, on a un problème, on ne sait pas comment dépasser ça. Et on vient les aider à dépasser ce problème-là qui peut prendre plein de formes, que ce soit sur le sujet technique, le sujet produit, le sujet évidemment organisationnel et aussi le sujet humain, le management des personnes. Donc c'est ça qui nous passionne, c'est justement la mise en mouvement de tous ces éléments là qui sont en interaction et comment arriver à faire bouger les choses. Pour le meilleur et puis voilà, aujourd'hui j'ai aussi effectivement au-delà de ce rôle de consultant un rôle managérial à la Good, j'ai envie de dire, puisque donc on a cette agence lyonnaise, mais Good c'est aussi une entreprise qui est plus grande de 25 personnes avec une autre agence qui a aussi le siège à Paris. Si tu devais décrire ton style de management en 2-3 mots, tu dirais quoi? En 2-3 mots, ces mots ils pourraient bouger au fil du temps, mais on va dire qu'aujourd'hui je dirais vivant, dans le sens où c'est fondamental d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de l'énergie de chacun, de comprendre ce qui se passe à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du groupe aussi. Parce que dans le vivant, il y a aussi le fait de prendre soin du groupe et des personnes. Parce que dans Vivant, il y a aussi l'idée de diversité, et c'est important. On sait aujourd'hui que c'est un facteur, c'est un levier de performance, la diversité dans les équipes. Puis Vivant, parce que c'est l'acceptation aussi de nos authenticités, j'ai envie de dire, un peu respectives. Chacun ce qu'on est, et on met un peu notre tripes et la façon dont on vit les choses dans notre quotidien. Voilà, d'accepter tout ça et d'en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce mot vivant, et aussi parce que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. C'est le premier mot qui me vient. Le deuxième, c'est peut-être partager, pour rebondir sur cette notion de collectif qu'on évoquait en début d'entretien, que c'est aussi en fonction des compétences, des appétences, qu'on va pouvoir avancer. Et moi-même, étant consultant et engagé dans des missions, je ne peux pas toujours aller à 100% de ce qui pourrait être considéré comme mes responsabilités de manager. Et donc, elles sont partagées dans le sens où il y a des choses à faire, et si quelqu'un d'autre a du temps et que, quand bien même ça correspondrait à quelque chose qu'on mettrait dans la banette du manager, il peut prendre ce temps-là pour s'investir, par exemple, dans des choses comme le recrutement, le suivi financier, comme des choses plus commerciales, voilà. C'est intéressant cet aspect collaboratif du rôle du manager. C'est pas fréquent d'avoir dans une entreprise ce rôle qui est vraiment partagé par plusieurs personnes. Généralement, il y a vraiment un peu un porteur de mission, quelqu'un qui prend la responsabilité d'eux. Ouais, ça a fait écho aussi, il n'y a pas très longtemps à Agile Grenoble, je suis allé dans Agile Grenoble, une conférence la plus vieille de France, la plus connue sans doute. Et on a une keynote de Mehdi Moussaoui qui nous parlait de la stigmergie, un mot que j'ai vraiment découvert à cette occasion-là, et qui expliquait que le fonctionnement des fourmis était justement de
très, très collaboratif. Une fourmi toute seule, elle est pas très bonne. Elle a besoin des autres et elle fonctionne en prenant ce qui reste à faire. Et ça m'a beaucoup parlé parce que moi, je me sens pas très fort, je me sens pas très, seul comme ça. J'incarne pas cette vision du manager, leader charismatique sur le pont du navire. Ça me parle pas. Et donc, ça me parle beaucoup plus ce côté fourmi. Et donc, c'est pour ça que ce terme m'a beaucoup parlé. Je l'ai pas mis dans les valeurs, mais c'est un truc comme ça j'ai envie de creuser, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et peut-être que le troisième mot, c'est transparent, parce que c'est un mot qui me tient à cœur en tant qu'agiliste, mais on le voit au quotidien, c'est le terreau de la confiance. Sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. C'est comme ça aussi qu'on a une relation que je pourrais qualifier d'adulte-adulte. Donc les seules choses que je divulgue pas, parce que ça m'arrive de pas divulguer des choses, c'est des choses qui sont un petit peu en stand-by, en questionnement, et parfois quand les choses sont un peu floues, c'est mieux de pas les dire en attendant que ça soit un peu plus sec pour éviter de créer des inquiétudes alors qu'il n'y a rien, mais globalement on est assez transparent dans cette entreprise, on sait beaucoup de choses. Tu parles de la notion adulte-adulte, est-ce qu'en 2 mots tu peux expliquer un peu ce que tu mets derrière ? Adulte, c'est très lié à l'analyse transactionnelle. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais derrière adulte, il y a le fait de dépasser une posture qui pourrait être d'un côté parfois un peu parent normatif, un peu parent directif. C'est ce qu'on retrouve parfois dans un management un peu traditionnel où on a souvent l'homme blanc un peu dominant, voilà, qui dit oh, je vais passer un coup de gueule et c'est comme ça que ça doit se passer, et puis peu importe ce qui arrivera, c'est moi le chef. Et donc là, on a un décalage entre ce parent et puis la personne qui l'a en face, qui peut la personne qui est en face, qui peut aussi se mettre dans une posture d'enfant, en fait, soumis, etc. Donc quand je dis adulte, c'est pour justement affronter nos problématiques ensemble. Quand on a un sujet, que ce soit un sujet de dépense, que ce soit un sujet de problématique dans une mission, on essaye de se dire, on a un problème ensemble dans ce collectif-là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait pour le dépasser ? Si on revient un petit peu sur ton historique, quelle a été ta première grosse surprise, situation difficile quand tu as commencé à manager ? Quand j'ai commencé à manager, il y a eu un moment où, justement, le marché de l'agilité, on sentait qu'il y avait des faisceaux convergents qui nous disaient que ça allait bouger. Et donc l'entreprise cherchait à se réorienter, à préciser son offre. Et ça a créé du remous dans l'entreprise, et en particulier chez nous à Lyon, de l'inquiétude, une difficulté à se repositionner, à savoir ce qu'on allait devenir, etc. Et ça a occasionné beaucoup de négativité, parce qu'on en parlait beaucoup et on avait du mal à sortir de ça. À chaque fois qu'on en parlait, c'était quelque chose qui alimentait beaucoup de négativité dans le groupe. Donc on était partagé entre le besoin de se raccrocher à cette nouvelle vision et en même temps aussi besoin de sortir de cette ambiance-là qui nuisait au groupe. Et donc j'ai proposé au groupe, de manière peut-être un peu directive pour le coup, de dire on arrête. On arrête parce que cette négativité nous embête. Et on s'autorise à peut-être mettre un peu de côté cette vision, s'autoriser à prendre un peu de distance avec le corporate, essayer de se recentrer sur nous, ce qui n'a pas été évident parce qu'on s'est retrouvé devant une page blanche dont on ne savait pas trop quoi faire, mais au moins on s'est libéré de ça. Et je pense que c'est une première épreuve, un premier acte où je me suis senti manager, quoi. Ouais, c'est-à-dire le moment où tu as été obligé de faire un choix ou en tout cas de prendre une décision forte sur laquelle tu prends la responsabilité, j'imagine. C'est ça, exactement, ouais, c'est bien dit. C'est-à-dire que je me disais, je le prends sur moi, quoi. Et si demain le corporate nous reproche peut-être de nous sentir un peu, je mets ce mot dissident, c'est un peu fort, je l'assumerai en disant oui, c'est moi qui ai autorisé le groupe à faire ça, parce que je pense que c'était la bonne direction, le bon choix à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de cette expérience ? Ça a confirmé, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il fallait que je fasse confiance à mon intuition, parce que c'était réfléchi, mais d'un autre côté, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc je retiens qu'il fallait faire confiance à son intuition. Et je retiens aussi que, même si depuis le début, j'ai parlé beaucoup de collectif, j'ai parlé beaucoup de décisions partagées, il y a un moment donné où il faut savoir trancher.
et prendre un peu ce risque. J'ai appris aussi, à travers cette expérience, qu'on se retrouve nécessairement dans ces rôles, dans des paradoxes. Ça fait partie du jeu du manager, des choses contradictoires, et que quelque part, ça fait partie de notre rôle de jouer avec ça. Enfin, de jouer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de naviguer avec ça. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les transformations, hein. On a des phases de transitoires, et les managers ou les coachs, ou il y a un ensemble de personnes qui justement sont là pour faire charnière, pour donner du sens, alors que tout est en mouvement et que parfois on perd un peu le nord. Donc j'ai intégré que ça faisait partie du rôle, voilà, de voir cette posture qui donne un horizon, qui donne du sens malgré un mouvement qui est un peu compliqué. Le temps de dépasser ça. Et qui permet ça, c'est quand même le lien, hein, beaucoup, l'interaction, la relation des uns aux autres, quoi. L'envie d'aller plus loin ensemble aussi. Il y a un peu ce côté, quand on est dans une situation qui est bloquée un petit peu et on ne sait pas trop où avancer ensemble, des fois, une petite autorisation, ou en tout cas une décision qui peut être prise directive ou autrement, aide juste à faire un pas dans une direction et découvrir autre chose, ouvrir une porte et se dire, en fait, ok, d'accord, il y a plein de choses à explorer finalement. On n'est pas obligé de rester dans notre espace dans lequel on ne se sent pas forcément bien, et on peut aller chercher autre chose qui nous convient. Oui, ça fait ouvrir des portes, oser dire bah, tiens, on peut aussi aller faire ça là-bas, essayons au moins, quoi. Est-ce que tu as une décision de manager que tu as pris à un moment que tu regrettes aujourd'hui? Globalement, je prends très peu de décisions tout seul, parce que j'estime que ça nous aide aussi à nous sentir tous responsables collectivement. Alors j'ajuste en fonction du temps qu'on peut consacrer à cette décision. Je fonctionne beaucoup comme ça. Parfois, on n'a pas le temps de chercher le consensus, qui est beaucoup plus long. J'aime bien dire qu'aller chercher du consensus, c'est plus long, mais c'est plus pérenne aussi. Si on se donne l'occasion de tous décider qu'on va là, par rapport à une décision un peu plus unilatérale, qui est beaucoup plus courte, parce qu'en gros, il faut se mettre d'accord avec soi-même, mais par contre, on prend plus de risques sur la pérennité de cette décision. Donc je prends globalement peu de décisions seules, aussi parce qu'on a plein de biais, donc une façon d'éviter de prendre des mauvaises décisions et de limiter ces biais, c'est d'écouter les autres, en fait, d'écouter ce qu'ils ont à dire et comment ils voient les choses. Et la plupart du temps, j'apprends plein de choses sur le regard qu'ont mes collègues sur les situations, quoi. C'est une richesse incroyable. Et heureusement, parce que à chaque fois je découvre, ah oui, mais t'as raison, pourquoi j'ai pas pensé à ça, en fait. Donc, alors encore une fois, il faut s'entendre très bien, hein, pour pouvoir faire ça. Et donc non, je crois pas que je regrette quelque chose, en fait. Honnêtement, pour l'instant, je regrette rien du tout. Si on passe un peu sur la partie déclic, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es dit « Ah oui, là, ça y est, j'ai enfin compris ce que c'était être manager ». Sans vouloir faire de fausse humilité, je sais pas si je suis vraiment arrivé à ce moment-là. Mais il y a des petites choses comme ça qui sont apparues où je me suis dit oui, je suis sur la bonne trajectoire, en tout cas. En particulier dans les interactions. Quand quelqu'un te fait un feedback qui te dit « Ah, merci, c'était utile » ou « Merci, ça m'a aidé ». Là, je me dis que j'étais dans mon rôle, puisque je lui ai donné du temps, en fait, du temps d'écoute. Et c'est quand même quelque chose de très précieux, je pense de plus en plus précieux dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc ça, je dis, voilà, je suis avec toi, en one-to-one ou pas d'ailleurs, hein, mais je suis là pour toi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste où t'en es, et je vais t'écouter, je vais essayer de comprendre ce qui t'arrive. Là, je pense que je suis dans mon rôle, et de mon point de vue, ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans la trajectoire du manager. En tout cas, si demain je discute avec un manager qui me dit qu'il fait 100, je pourrais le comprendre et essayer ça m'intéresserait d'ailleurs, mais moi, je ne saurais pas faire autrement, en tout cas. Et puis, un autre moment aussi où là, je me suis dit que j'étais peut-être dans mon rôle, c'est quand on prend un risque. Ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, notamment au comité de direction, où j'ai eu une prise de parole un peu intense, un peu forte, un peu assumée, qui a créé un peu de sidération autour de moi. Et je me suis dit, oulala, un peu où ça passe, où ça casse, franchement, parce que je ne savais pas du tout comment ça allait être reçu.
C'était pas forcément jugeant ou agressif, mais voilà, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui prend la parole et qui de la colère. C'était assez vif. Et heureusement, chez Good, il y a un certain nombre de valeurs. Et notre fondateur, là, un des fondateurs, d'ailleurs, il est là-bas, je te le montrerai tout à l'heure. Il y a un petit manifeste qui commence par on peut, et on peut faire plein de choses. Et justement, on peut dire des bêtises, on peut être en colère, on peut déraper, on peut se tromper. Et aujourd'hui, ça a été accepté parce que ça faisait partie des valeurs. Et je trouve ça juste exceptionnel d'avoir pris cette parole, d'avoir provoqué ça. Et puis finalement, au global, j'ai plutôt eu des merci au final. Tu vois. Ouais, arriver à instiguer ce droit à l'erreur dans une entreprise où chacun se sent un peu libre de dire ce qu'il pense déjà, rien que ça déjà, c'est déjà pas mal. Et pour moi, ça fait vraiment partie des valeurs cœur du manager, d'arriver à créer cet espace de confiance, cet espace de sois toi-même et c'est ok, et tant mieux en fait, et ne te mets pas dans le moule de l'entreprise. Oui. Et dis-le si t'es pas d'accord, et tant mieux, c'est comme ça qu'on ira plus loin en fait. Mais donc finalement, moi, on m'a permis de faire ça, donc c'est mon cadre managérial qui me l'a permis. Et je trouve que c'est un super exemple, même si à ce moment-là, j'ai eu peur, même si à ce moment-là, j'ai pris un risque. Mais je pense que ça fait aussi partie de ça, comme tu l'as dit, de créer cet environnement et aussi de prendre des risques, de jouer un peu, presque, des fois je caricature en disant jouer sa place, mais si à un moment donné, on doit, dans une entreprise, avoir des gens qui prennent des risques par rapport à la prise de parole, par rapport à des décisions, je trouve qu'en tant que manager, on est en première ligne. Ah, je suis d'accord. Alors, j'ai une question. Quelle a été ta plus grande fierté de manager, la chose que tu as fait où tu te dis « Ah ouais, là, je suis trop content d'avoir fait ça ». J'ai envie de faire un petit détour par rapport à ta question. J'espère que pas de problème. Pour pas que ce soit une fierté personnelle, une fierté du collectif. Voilà. Et il y a un truc qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qui a été largement porté par Grégory, mais qui est quand même une initiative et quelque chose qui est né dans cette agence. C'est qu'à un moment donné, on avait, comme pour ceux qui connaissent les agences de consulting, c'est pas évident de faire vivre une agence, c'est pas évident de faire vivre un groupe. On est tous un peu éparpillés dans nos missions. Et du coup, on a besoin de projets. Et moi, j'avais envie qu'on fasse un projet commun. Et donc, il y a plusieurs années de ça, on a essayé de tirer le fil du jeu, parce que Grégory, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le jeu, mais on était plusieurs à aimer ça. Et puis, c'est une façon, le jeu sérieux, je parle, de condenser, en fait, notre savoir-faire. Et a émergé ce jeu feedback qui a été créé, donc, qui est sorti en mai. Feedback en milieu sauvage, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, je connais. Et voilà. Et je trouve qu'à l'échelle de Lyon, je suis hyper fier qu'on ait contribué à ça. Alors, il n'y a pas que Lyon, mais c'est vrai que c'était beaucoup une initiative lyonnaise, mais il y a d'autres gens à Paris aussi qui nous ont beaucoup aidés. Donc ça, ouais, je suis plutôt, quand j'en parle, à Gilles Grenoble ou quoi, je suis plutôt fier de dire ouais, ça a été fait à Lyon. Ouais, j'adore. Pour les auditoristes qui connaissent pas beaucoup Feedback, en milieu sauvage, c'est un jeu dans lequel on va se donner du feedback et on va les recevoir avec des postures qui sont plutôt simples à appréhender, mais dans lequel on pratique vraiment et on vit le don et la réception de feedback. Et nous, on l'a essayé et pratiqué dans l'entreprise dans laquelle je suis, et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. J'imagine qu'on peut le retrouver sur le site de Good. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Je suis fier de ça parce que aussi ça représente nos valeurs. Je me souviens très bien d'une discussion avec Grégory où on s'était dit tiens, est-ce que on s'appuie sur une méthodologie particulière? On aurait pu injecter pas mal de choses autour du feedback, autour de la communication non violente. Voilà. Et on est arrivé à la conclusion que finalement c'était bien d'aborder ça simplement de manière un peu organique en fait. Je pense que ça fait partie justement de nos valeurs de ne pas être trop donneur de leçons, de proposer un espace et de dire tiens, vivez le truc en sécurité, amusez-vous aussi, mais on peut parler d'un sujet aussi sérieux en s'amusant. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment aujourd'hui par rapport à tes débuts? Alors, je pense qu'au début, c'était pas évident pour moi de savoir s'il y a des choses que je ratais par rapport à ce qu'on pouvait attendre de moi managériellement parlant.
Ou au contraire, dans la trajectoire de partage, si des gens venaient un peu sur des choses qui étaient a priori du territoire managérial, est-ce que je perdais en influence, tu vois? C'est un peu bébête peut-être dit comme ça, mais tiens, lui il fait ça, mais c'est pas plutôt à moi en tant que manager de faire ça? Et parfois c'est des détails, hein. Je vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est entre moi et moi, mais plusieurs fois je me suis dit, ah mais c'est peut-être plutôt à moi de faire ça. Et si je le fais pas et que c'est quelqu'un d'autre qui le fait du collectif, est-ce que je suis pas en train de perdre en influence? Est-ce que mon rôle il est pas en train de se dégrader, de se déliter en fait? Qu'est-ce qu'il veut dire, quoi? Donc ça a été plusieurs fois des questionnements que j'ai pu aborder avec mon propre management. Et aujourd'hui, j'ai lâché prise là-dessus. Je me prends absolument plus la tête. Aussi parce qu'il y a une confiance qui est établie et il n'y a pas de sujet derrière tout ça. Mais voilà, ce que je ferais différemment, j'aurais envie de dire à Olivier à l'époque, arrête de te prendre la tête. C'est pas parce que tel ou tel truc tu vas le faire que c'est ça qui va faire que tu es un bon manager. Je pense que le fait d'être là pour les autres, ça c'est un fondement plus important. Par exemple, si on est absent pendant, nous on fait un one-to-one d'une demi-heure, on essaye. Hein, des fois je suis pas toujours au rendez-vous, mais on essaie d'avoir un rendez-vous d'une demi-heure par semaine. Voilà. Et si je suis absent pendant plusieurs semaines et que j'oublie ces rendez-vous, ça je pense que c'est vraiment dommageable par rapport à d'autres sujets. Et puis, qu'est-ce que je ferais d'autre différemment? Je serais peut-être plus attentif à la congruence. C'est quelque chose auquel je faisais peut-être moins attention à un moment donné, mais c'est hyper important d'être toujours aligné entre ce qu'on fait et ce qu'on peut attendre des autres, même si c'est pas toujours explicite ce type d'exigence. Mais on peut pas demander à un groupe de s'engager sans être soi-même engagé. On peut pas demander à un groupe de travailler sa posture commerciale sans le faire soi-même. Donc peut-être que certains parleront d'exemplarité. Moi, je préfère parler de congruence. Et ça m'arrive de rencontrer des managers qui n'ont pas conscience en fait de ça. Mais du moment qu'on a cette casquette, je pense que ça influence différemment le système. Et donc, il faut vraiment faire attention à pas attendre des autres quelque chose qu'on fait pas soi-même. Moi, je le vis comme ça, en tout cas, dans le collectif lyonnais. Ça me fait penser à un exemple. Il y avait un politique, je ne donnerai pas son nom, mais il s'apprêtait à faire une interview ou une discussion avec des gens. Il en avait pour 1 heure. Et juste avant, il dit aux journalistes, vous savez, moi, je veux écouter les gens. Hein, je veux leur donner la place, etc. Et après, le journaliste, il dit, bon, ben voilà, sa notion d'écoute, c'était quand même 45 minutes de monologue. Et donc là, c'est complètement incongruent. C'est-à-dire qu'on envoie un message, je vais écouter les gens, en fait, on ne le fait pas. Et ça fait des dégâts, je pense, parce que les gens ne le disent pas forcément, mais le voient. Et là, déjà, on n'est pas aligné soi-même avec soi-même, quoi. Et puis en plus, on perd clairement en crédibilité vis-à-vis du groupe avec qui on est. Ouais, il y avait, ça me rappelle la notion de niveau de confiance de Stéphane Covey dans La vitesse de la confiance, où il disait que pour gagner la confiance, il faut faire, et le meilleur moyen de la détruire, c'est dans le savoir-être, c'est dans ne pas être congruent, c'est dans mentir, c'est dans toutes ces notions qui sont peu perceptibles finalement, mais qui viennent vraiment dégrader complètement la relation qu'on peut avoir. Ouais, et les gens ne le disent pas forcément. On s'en rend pas compte. Non, ça reste un truc un peu flottant, nébuleux. Si on regarde un petit peu les outils ou les conseils que tu as eus, est-ce qu'il y a un outil, une méthode, une habitude qui t'a aidé à progresser en tant que manager? Moi, je vais revenir sans trop hésiter sur le one-to-one. C'est quelque chose qui m'a été présenté. Alors, tout le monde connaît le one-to-one de manière générale, mais peut-être que l'envisager comme un outil managérial, c'est intéressant. Et on m'a présenté ça comme ça. On me disait, voilà, maintenant que tu passes manager de collectif, tu as un one-to-one d'une demi-heure par semaine avec chacun des personnes. Et c'est important parce que c'est ce qui va créer la relation, la renforcer chaque jour, ce qui va vous permettre de dépasser certaines difficultés, de vous comprendre. Et donc, au début, on peut avoir l'impression que c'est un peu long, que
c'est quand même pas négligeable. Je pense que c'est pas dans toutes les entreprises qu'on fait ça. Et au final, ça devient une attente. Je sais que moi, quand j'ai commencé à être manager, j'avais aussi un manager et j'attendais ce moment en fait, parce que c'était un moment safe, un moment dans lequel je pouvais discuter, un moment où on allait prendre soin de moi, un moment où on allait m'écouter. Et donc cet outil, ouais, il est fondamental. Ça devient ce qu'on appelle un rituel. Et donc on est là encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est là pour les autres. Donc un bon entretien, c'est souvent un entretien où j'essaie de parler moins et de plus écouter, et qui est globalement un peu dirigé par la personne qu'on reçoit, en fait, qu'on accueille. Donc ça peut prendre plusieurs directions. Et donc dans le protocole entre guillemets de ce one-to-one, c'était voilà, d'abord tu reçois la personne et tu la laisses parler, et peu importe le sujet, comment ça va, comment s'est passée ta semaine. Et puis ensuite, après, s'il reste un peu de temps, ce qui n'est pas toujours le cas, mais comme on a ce rituel de semaine en semaine, on trouve toujours un moment pour en parler, et puis on peut se revoir à côté aussi, rien ne nous l'interdit. On en vient à parler des sujets un peu plus opérationnels ou un peu plus relatifs au cadre de l'entreprise, mais ça vient dans un second temps pour privilégier la relation et puis ce qui vient naturellement chez la personne. Oui, vraiment l'axe prendre soin en premier, ou prendre soin de la relation, de la personne et de ce qui se joue là en fait. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors c'était au tout début, et ce conseil, il me sert encore aujourd'hui. C'est pas très compliqué. J'avais un collègue qui était en difficulté dans une mission. Et comme ça nous arrive à tous, à un moment donné, dans nos emplois, dans nos missions, il y a des moments où on n'est pas au bon endroit, pas au bon moment, c'est compliqué. Et donc, qui voulait changer. Et sauf que voilà, on a une boîte de conseil, donc changer de mission, c'est mieux de changer quand on en a une autre. Et j'avais beaucoup de mal enfin beaucoup de mal. C'était pas évident pour moi de gérer ça parce qu'il y a de la souffrance derrière, tout simplement. Et mon propre manager de l'époque m'avait dit, il faut lui donner un horizon. Voilà. Et c'est ce conseil-là que je trouve intéressant. Ça permet de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Comment on construit le futur ? Parce que quand il y a quelqu'un qui est pas bien, on peut aussi s'enfermer dans le quotidien, dans l'écoute très empathique. Mais c'est important de pouvoir justement, en tant que manager, dire, ok, je t'écoute, il n'y a pas de souci, je reçois tout ça. Mais essayons de construire le futur, comment ça peut se passer. Et donc c'est quelque chose de tout simple, mais que je retiens et dont je me sers dans mes missions quand on a du mal un petit peu à sortir du marasme du moment, sans vouloir pour autant nier ce que ressent la personne, c'est surtout pas. Hein. Et d'ailleurs, cet horizon-là n'est pas toujours activable. Quand les gens sont psychologiquement pas bien, des fois ça marche pas. Il faut savoir l'entendre, il faut savoir l'accepter. Mais en tout cas, quand il y a une ouverture et que c'est possible, voilà, essayer de se mettre dans une logique de construction du futur. Et le pire conseil qu'on t'ait donné ? Le pire ? Alors là, je veux bien mettre au pluriel. Je ne sais pas si c'était des conseils, mais j'ai rencontré plein de managers qui pensaient avoir la bonne parole avec des phrases toutes faites. Notamment un qui un jour me dit, tu sais, il y a deux catégories de gens dans la vie, les loups et les agneaux, choisis ton camp. La violence. Ouais, voilà. Alors, j'étais un peu sidéré. J'ai pas répondu. Je pense qu'aujourd'hui je répondrai quelque chose, mais venant d'un manager, ça c'est forcément vu comme un conseil, comme quelque chose qui, surtout qu'on parlait du boulot, on n'était pas en train de boire un coup, et on était dans une situation difficile. Donc moi ça m'a plutôt indiqué que c'était pas du tout l'endroit où je voulais aller, parce que culturellement ça reflète quelque chose qui correspond absolument pas à mes valeurs. Et je me suis dit aussi, il est loin de ce qui se passe dans ma tête, donc il est pas du tout à l'écoute. Il y a pour moi un manque d'intelligence relationnelle, parce que s'il me connaissait un peu, quand bien même il pense ça, il a le droit de le penser. Mais s'il me connaissait un peu, il aurait su que dire ça en face de moi, ça me parlait pas du tout, ce niveau de langage-là, ce type de phrase.
Et donc, on peut avoir aussi, quand c'est comme ça, l'impression que le manager aussi impose ses idées. Parce que derrière cette phrase, il y a aussi des choses un peu philosophiques, des choses presque politiques. Et donc, c'est une façon de dire, moi je pense ça, et si tu penses autre chose, tant pis pour toi, en fait. Donc ça, c'est pas très malin, parce que si la personne elle est ailleurs, on crée tout de suite de la distance, on crée de la défiance, évidemment. Juste avec une phrase, on casse tout, quoi. Donc je sais pas si... Pour moi, c'est une façon de donner c'est un mauvais exemple, un mauvais conseil, quoi. D'imposer ça, quoi. Après, voilà, donc j'ai eu beaucoup de petites phrases comme ça, malheureuses. Je crois que le mauvais exemple, en tout cas, si c'est pas un mauvais conseil, c'est des mauvais exemples, c'est des phrases comme ça qui sortent, qui sont violentes et qui font que autant la confiance, ça prend du temps, mais avec ça, on peut tout casser en quelques secondes, quoi. Ouais. Et de manière durable. Hein. Ouais. Donc c'est des mauvais comportements qui font des dégâts et voilà, c'est pas toujours fait pour blesser, hein, c'est parce que c'est souvent des maladresses, hein, en fait. Oui, on ne se rend pas compte déjà de l'impact qu'on a en tant que manager quand on parle, la première chose, et surtout qu'il faut adapter sa posture à la personne avec qui on parle, oui. Pour parler son langage, pour oui. Parler sans être faux. Hein. Le point, c'est oui. Pas d'être faux, c'est de rester authentique, mais d'adapter son message de manière à ce qu'il puisse être entendu. Et cette compétence-là d'adaptation managériale, c'est quelque chose que on ne voit pas trop dans les formations. On parle de management peut-être situationnel, d'intelligence relationnelle, mais peut-être que c'est pas assez décrit. J'avais lu un papier il y a pas longtemps qui essayait de démystifier ça en disant c'est pas parce que vous vous adaptez qu'en même temps vous vous fourvoyez ou que vous êtes en train de mentir, que vous êtes incongruent. Parce qu'on peut avoir aussi ce sentiment. Tout à l'heure tu disais par rapport au début, peut-être qu'à un moment donné on peut avoir du mal entre cette adaptation et ce qu'on est vraiment au fond. Mais en fait, non, c'est plutôt un super pouvoir, c'est plutôt une super compétence, tu décris ça très bien. C'est pas qu'on ment, c'est qu'à un moment donné, dans le coaching, on dit il faut aller sur la colline de l'autre, parce que sinon, on se comprend pas. Et donc ça, c'est super important d'avoir cette distance avec soi-même, de dire ok, là, attention, je suis pas au même endroit, je m'adapte. C'est pas qu'on ment, c'est que si on veut maximiser la communication, on est obligé de se synchroniser en fait. Hein. C'est comme moi, je viens du sud de la France et quand je reviens dans le sud, je reprends un peu l'accent et je pense que ça vient de là. C'est juste qu'à un moment donné, on est dans une forme d'adoption d'un certain vocabulaire, de certaines postures, de certaines choses, parce qu'on veut, en se ressemblant ou je sais pas si c'est le bon mot, en se mimant. On a plus de chances de se comprendre, ce qui ne veut pas dire que pour autant on est différent. Ouais. Merci. Si tu devais donner un conseil à un ou une manager là, qui nous écoute, ce serait quoi un conseil? Je vais revenir sur une phrase qui m'a été partagée par quelqu'un qui est le fondateur de l'Equicoaching. Je ne sais pas qui c'est qui a prononcé cette phrase malheureusement, mais je trouve qu'elle résume bien ce que j'essaie de partager là dans cette interview. C'est que de la qualité relationnelle dépend la performance opérationnelle. Parce qu'on parle énormément de performance, encore plus aujourd'hui qu'avant. Et donc moi, je veux bien qu'on parle de performance, pourquoi pas. Performance opérationnelle, si vous voulez. Mais elle est intrinsèquement liée à la qualité de la relation. Voilà, je la mets tout en haut, en premier, en 1. Il y a vraiment un ordre. Et là aussi, je pense qu'il faut l'incarner, cet ordre. C'est pas juste le dire, et puis parce que je rencontre quand même dans des organisations pas mal de gens qui le disent, mais qui ne le font pas, en fait. Oui, pour moi, c'est important, si c'est là, bienveillance, l'humain, etc. Mais derrière, on a des comportements ou des actions qui mettent la performance opérationnelle au début. Moi, je mets cette qualité relationnelle en 1 et la performance opérationnelle en 2, tout simplement parce qu'il y en a une qui prévaut, en fait, et c'est pas moi qui le dis, hein, il suffit de lire des choses autour des fondateurs de Palo Alto, c'est une réalité, c'est pas juste une pensée de bisounours ou d'agiliste, c'est une réalité.
Donc je la mets en 1 et voilà, je garderai cette phrase-là. Si dans la relation ça va pas, le reste marchera moins bien, surtout quand on a des obstacles à franchir. Nous, on est un petit groupe, on est 5 ici, donc on n'a pas le choix de s'entendre, j'ai envie de dire. Donc c'est hyper important. Il y avait, ça me rappelle une vidéo de Simon Sinek qui, sur 2 axes, il mesure la performance du savoir-faire et l'autre, sur l'autre axe, il met l'esprit team play ou teamwork, le savoir-être quelque part. Ouais, et il dit beaucoup d'entreprises se trompent et prennent la personne qui est le top performer individuel ou individualiste plutôt que de prendre quelqu'un qui est moins performant mais qui joue team play. Oui. Et dans son contexte, c'était les Navy Seals et c'était dire je préfère avoir quelqu'un de confiance qui est dans mon dos plutôt que en fait d'avoir quelqu'un qui est très performant mais en fait qui ne me considérera pas dans sa situation. Ouais. D'ailleurs, on le retrouve, si je peux me permettre, pas mal dans l'informatique où on a moi j'appelle ça des divas, c'est-à-dire des gens qui ont de grandes compétences, mais qui derrière ont un déséquilibre entre ces compétences dures, j'ai envie de dire, et les soft skills, et qui font beaucoup de dégâts. Et l'entreprise a été habituée à mesurer finalement l'adéquation de la personne par rapport à l'organisation, beaucoup par rapport aux compétences dures en fait, et à développer une forme de tolérance par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va pas, quelqu'un qui n'a pas les compétences opérationnelles, bon, le verdict est assez rapide en fait. Par contre, on va tolérer beaucoup un manque de savoir-être, un manque de soft skills, parce que on va excuser quelqu'un qui aura. Et en fait, c'est souvent une erreur. Et les managers, je trouve, prennent des décisions sur ces sujets-là trop tard, parce que une personne peut faire beaucoup de dégâts en fait. Ouais, cette vidéo de Simon Sinek, je m'en souviens très bien et je trouve que il faut la voir et la revoir. Je la remettrai dans la description, c'est sûr. C'est une super idée. Pour conclure, est-ce que tu serais OK de nous partager un petit moment rock'n'roll de ton parcours, un imprévu, une situation absurde, un petit moment de vérité, quelque chose qui t'a marqué? Oui, un moment un peu amusant. Quand on est sorti du Covid, en fait, on n'avait pas de locaux. On n'a jamais eu de locaux. L'agence lyonnaise, elle s'est créée avec l'arrivée de Grégory Alexandre à Lyon, qui était seul d'ailleurs pendant un moment. Et donc après, on a été plusieurs à se greffer dans cette agence autour de lui. Et on n'avait pas de locaux. Et au sortir du Covid, on a senti une espèce de besoin d'exister autour de quelque chose, de se retrouver en fait, d'avoir un endroit qui nous permettait de décrire une forme d'identité. Et donc on a demandé à Corporate de Good, finalement ça serait bien qu'on ait des locaux. Et ils nous ont dit, en bon agiliste, ok, mais il faut tester. On s'est dit, alors comment on peut tester d'avoir des locaux? On savait pas trop. Et il se trouvait qu'à cette époque, c'était juste le moment où Sylvia nous rejoignait sur Lyon, mais elle était en transition. Elle vient donc de l'agence de Paris, Sylvia. Et elle nous a dit, moi j'ai un grand appart que loue mon mari en attendant, mais il est pas là la journée. Si vous voulez, vous pouvez investir une partie des locaux, enfin de mon appartement, quand vous voulez, pour tester le côté, c'est utile d'avoir un endroit où on se retrouve. Et donc on s'est retrouvés dans l'appartement de Sylvia. On avait acheté quelques trucs, dont ce canapé là aujourd'hui sur lequel je suis assis, et quelques bureaux, et on était dans les chambres et on testait. C'est un peu bizarre à dire, mais on testait est-ce que c'est bien d'être ensemble et d'avoir, parce que c'était tout nouveau, parce qu'avant c'était, ça restait, on est en mode distanciel, quoi. Et on a tout de suite kiffé, quoi, le fait de manger ensemble, etc. Parce qu'en fait, dans toutes les interstices des réunions qu'on pouvait avoir, il se crée quelque chose, des petites décisions, des petits alignements, simplement de la chaleur humaine en fait. Ouais, du lien. Du lien, tout simplement. Et donc on a validé ça, et c'est pour ça qu'on s'est mis en quête de chercher des locaux dans lesquels tu as la gentillesse de nous avoir rejoint aujourd'hui à Pardieu. Top. Donc c'était amusant, voilà, c'est de petits trucs. Ouais. Et enfin, si je demandais à ton collectif, du coup, quel serait ton super pouvoir de manager, il me répondrait quoi?
Chez Good, on a... T'as vu, je dis chez Good parce qu'on aime bien, on avait travaillé le vocabulaire à un moment donné, on aime bien dire chez Good parce qu'il y a cette notion de je te reçois chez moi. Et donc chez Good, on a un outil qui est là depuis très longtemps qui s'appelle le qui fait quoi. Et chaque semaine, l'ensemble des personnes peuvent partager leur quotidien. Et il y a une rubrique qui est souvent attendue, c'est la rubrique des merci. On peut remercier quelqu'un pour quelque chose. Et donc, on a embauché quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Benjamin Ricci. Et Benjamin a dit merci à Olivier ou quelque chose comme ça. En tout cas, il me semble que c'était dans cette rubrique. Et il dit Olivier, son écoute légendaire. Alors, je suis un peu en dessous, surtout en ce moment, de ce que je pense devoir faire pour ce groupe en termes de temps passé, parce que j'ai une mission qui me prend pas mal. Mais je prends ça. Voilà. J'espère en tout cas que j'ai un bon niveau d'écoute avec eux et qui peuvent me dire tout ce qui va pas sans retenue. Voilà. Top. Déjà, merci beaucoup pour cet échange. J'espère qu'il a été autant apprécié par nos auditeuristes que moi, je l'ai apprécié. Merci Olivier de t'être prêté à l'exercice. Merci à toi, c'était génial. Et pour les auditeurs, je suis toujours à la recherche de nouveaux managers pour faire de nouvelles interviews. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur mon email rym@combier.pro ou directement sur LinkedIn. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Rock Your Management. D'ici là, prends soin de toi et de ton équipe.